Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi. Mercredi, c'est Webpress. Aujourd'hui, en tout cas, cette émission sera vraiment à 80% économique, parce que les sujets, en tout cas, abordés seront économiques. Et puis, évidemment, la politique, on ne peut pas s'en passer. Un peu de politique, parce que j'ai ici vraiment un analyste politique. J'ai Joël Cadet avec moi. Nous allons effleurer un peu le volet politique. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu quelques membres du Rassemblement qui sont allés ratifier l'accord, le dialogue. Donc, on va essayer de savoir pourquoi et comment s'ils pèsent, parce qu'aujourd'hui, c'est le poids politique qui compte. Qui sont-ils? Que représentent-ils au sein du Rassemblement? Mais avant, nous allons parler des sujets vraiment économiques. Nous allons parler un peu du prix Matata de la bonne gouvernance. Comme on le sait, le prix créé par l'UNPC a soulevé un tollé dans la toile et dans le monde. Et bien, nous allons essayer entre nous, journalistes, d'en parler un peu. Est-ce que c'était vraiment opportun de créer ce prix? Et voilà, nous allons parler un peu de ce dossier de Colette Bragman qui a jeté vraiment aussi le pavé dans la mare, en tout cas, et on nous accuse, nous, journalistes congolais. Il y en a qui disent que non, nous n'avons pas fait bien notre travail, et voilà, et que Jean-Jacques Lumumba a trahi Lumumba et tout ça. Voilà, nous allons essayer d'en parler, évidemment. Nous allons parler un peu de la dépréciation du franc congolais. Comme vous le savez, aujourd'hui, le franc congolais vraiment est en train de perdre sa valeur. Nous allons effleurer le dossier Vodacom, parce que vous le savez aussi, mesdames et messieurs, ou si vous ne le savez pas, nous vous l'informons que Vodacom a perdu plus ou moins 600 millions de dollars. Donc, avec mes éminents collègues, nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Alors, Gabi Kouba, très heureuse de vous recevoir. Je suis avec Gabi Kouba. Merci beaucoup, madame. Voilà, Gabi Kouba, j'ai retenu une phrase qui m'a fait titre dans la tête. Faites-moi une bonne politique, je ferai des bonnes finances. Alors, aujourd'hui, la politique congolaise, telle que nous le voyons, est-ce que c'est en train de faire sombrer notre économie aujourd'hui? Mais oui, lorsque vous regardez tous les indicateurs économiques, ils sont au rouge. Donc, dans quel secteur la RDC est-elle meilleure? Donc, lorsque vous observez aujourd'hui tous les cadres, tous les discours sur la macroéconomie, ça ne marchait pas. Donc, c'est clair. Quand ça ne va pas, ça doit rimer en tout cas. On ne peut pas dissocier la politique de l'économie. Il faut que la politique crée des conditions favorables pour une meilleure économie. Et il faut que l'économie soutienne la politique. Mais lorsque la mafia politique s'invite dans l'économie, alors ça pose problème. Ça pose problème. Alors nous allons dans le prix Matata de la bonne gouvernance. Ça a créé une petite incompréhension, mesdames et messieurs, parce que beaucoup de gens se lèvent, me posent la question, peut-être Kimuntu, comment l'UNPC peut décerner le prix de bonne gouvernance à Matata Ponyo. On essaye d'expliquer, on dit que ce n'est pas le prix que nous avons créé pour le décerner à Matata Ponyo, mais c'est le nom qu'on a donné à ce prix-là. Mais ça crée toujours, et je ne comprends toujours pas, mais je suis avec Joël Cadet. Je crois que Joël Cadet, qui est de l'UNPC, va essayer un peu de nous éclairer, parce que c'est ma profession, nous tous nous sommes embarqués dans ce train-là. Alors, Joël Cadet, très heureuse de vous recevoir. Impactez-nous. Expliquez un peu à ce peuple qui nous suit aujourd'hui, c'est quoi ce prix-là? Prix Matata de la bonne gouvernance. C'était opportun de le créer maintenant, et à quoi ça sert? D'abord, merci bien-aimé pour l'invitation et la considération à notre modeste personne. Bon, en fait, je ne vais pas engager l'UNPC ici, mais du moins, je vais aider à ce que l'on comprenne que le prix n'a pas été décerné à Matata Ponyo. Matata Ponyo emporte le nom. Nous avons, au niveau de l'UNPC, instauré le prix Chimpumpu pour les meilleurs journalistes. Ça a été accordé, ça a été décerné il y a 2 ans déjà. Le prix Chimpumpu a été décerné. Il y a quelques journalistes qui ont même bénéficié, notamment notre consoeur Raymond, notre confrère Alain Irung de la radio Okapi. Et dans le cadre de l'Observatoire pour les bonnes performances dans la gestion des affaires publiques, il a été réfléchi depuis l'installation de notre comité qu'on réfléchisse comment mettre en place un prix pour encourager. Parce que vous savez que dans le monde de la presse aujourd'hui, la plupart des petites organisations professionnelles décernent chaque jour ici, depuis vous entendez que l'autre a reçu tel prix, et ça crée un peu un petit désordre. Alors pour avoir une unité d'évaluation,
nous avons pensé mettre en place un prix de bonne gouvernance pour stimuler, pour créer une sorte d'émulation dans la gestion de la chose publique. Vous avez relevé ici les cas qui ont été enregistrés aujourd'hui, sur lesquels nous allons parler. Tout ça, c'est de la bonne gouvernance. Mais nous allons décerner ce prix de la bonne gouvernance chaque année, donc qui va coïncider avec l'anniversaire de la création de l'Union nationale de la presse du Congo. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose lorsque le prix porte le nom de Matata, prenez la personne dont le moment que nous traversons semble être controversé au regard de son bilan, au regard de la manière dont il a géré, et par rapport à ça, ce n'est pas par désolidarisation que je vais aller, parce que moi j'ai des dossiers extrêmement sales. Israël le sait, je les lui ai partagé, lui de temps à autre qui défend Matata Pogno, je lui ai confié des dossiers très sales dans lesquels Matata s'est jeté, notamment la question relative à l'entreprise Fortune où Matata fait créer du temps du gouverneur Massango un sous-compte où 30 millions de dollars ont été versés, des pas de porte dans l'entreprise Sodimico et Fortune, et l'argent des agents, donc la moitié, les 50% n'ont jamais. Alors qu'on présente quelqu'un comme ça qui a très mal géré, dont le bilan est totalement au rabais, parce qu'il nous laisse un budget en régression. Bon, cela peut s'expliquer par la conjoncture, comme on fournit, parce que l'intelligence congolaise fournit les efforts pour nous sortir les cadavres dans notre camp, pour essayer un peu d'habiller, de couvrir les chèques que nous avons connus. Bon, ça c'est pas mon problème. Donc, à ce niveau-là, ça pose problème. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec les amis, c'est lorsque nous lavons nos linges en public. Je crois qu'il y a lieu. Le bureau de l'UNPC est ouvert. Venez qu'on vous explique. Parce que la plupart, quand ceux qui ont crié sur la toile, là, non, c'est qu'on a décerné le prix de la bonne gouvernance à Matata. Non, ça n'a pas été un prix lui décerné. C'est un prix créé, c'est un prix lancé. Mais on verra peut-être au prochain congrès. Il suffit maintenant que vous veniez enregistrer, inscrire cette question-là. À l'heure du jour, on va le défendre. Si nous trouvons que Matata ne mérite pas de porter les noms de ce prix-là, le Congrès, en toute souveraineté, va décider de retirer ces noms, les donner à Malembe, comme d'aucuns le souhaitent, les donner à Kassavoubou, les donner à Joseph Kabila, ou les donner à Paulette Kimuntu, ou à Israël Moutala, ou à quiconque se serait manifesté un peu transparent, un peu clean dans la gestion de c'est vrai que, Joël Cadet, vous avez dit qu'on avait lavé nos linges sales dehors, mais les journalistes que nous sommes vous reprocheraient aussi d'avoir boutiqué, en guillemets, ce prix seul, sans les avoir consultés. Israël Moutala, nous y sommes. Le prix Matata est bien. Le nom a une histoire, a un poids. Alors on se pose la question, c'est vrai qu'on dit que c'est un peu comme le prix Mo Ibrahim, c'est comme le prix Sakharov, c'est comme le prix Nobel, mais le personnage compte. Est-ce que le personnage de Matata aujourd'hui mérite-t-il un prix, franchement et froidement? J'aimerais d'abord dire que tu as cité des prix prestigieux. Sakharov, c'est un prix qui est décerné par l'Union européenne, avec des critères bien précis. C'est un titre extrêmement prestigieux qui a été notamment décerné par un de nos compatriotes les plus méritants, le plus glorieux. Je citais le docteur Mukwege, pour qui j'ai le plus grand respect. Il y a aussi le prix Mo Ibrahim, un autre prix extrêmement prestigieux qui encourage la bonne gouvernance, qui encourage la démocratie, qui encourage le respect des droits de l'homme, qui encourage la prospérité économique. C'est des prix prestigieux, et d'ailleurs le prestige du prix Mo Ibrahim fait que voilà près de 5 ans qu'il ne trouve pas preneur. Il n'y a aucun chef d'État, aucun homme d'État africain qui a rempli les critères pour bénéficier de ce prix-là, qui a sorti d'une cagnotte en termes d'1 million de dollars. Pour revenir à la question de Matata, moi je dis tout simplement ceci. Moi je suis un journaliste, et donc
par essence, je suis un homme libre, je suis un homme critique. Donc je ne soutiens pas le Premier ministre Matata. Je ne le soutiens pas du tout. Mais quand le Premier ministre Matata pose certaines actions qui vont dans le sens de consolider notre économie, quand il prend des bonnes mesures économiques, je dis oui. Moi, je ne suis pas dans une critique systématique. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faut que, parfois, en tant que journaliste, que nous ayons le courage de dire que tel homme politique, tel homme d'État a posé un acte qui va dans le sens de l'intérêt général. Et ceci est aussi vrai pour la personne de Kabila. Tout ce qu'elle entreprend n'est pas forcément mauvais. Il ne faut pas noircir le tableau pour de besoins de la cause. Et donc, je m'aurais dire ici, encore une fois, à mon cher ami et estimé Joël Cadet, que sur la question, par exemple, de fortune et tout ça, Matata, sur cette question, je ne prends pas sa défense. C'est des dossiers miniers sales. Avec Sodimico et tout ça, c'est des dossiers miniers sales. Et sur des dossiers miniers, Matata a croisé les fers avec Albert Yuma. Je prends Gabi à témoin, qui est un expert des questions minières, qui connaît tous ces dossiers des Sodimico, fortune et toute cette nébuleuse autour de contrats miniers. Et donc, on a perdu justement l'accord formel avec la Banque mondiale et le FMI parce qu'on n'a pas fait toute la transparence dans le secteur minier. Matata était favorable, il tenait à ce que nous soyons en programme formel avec la Banque mondiale. On a publié tous les contrats à l'exception d'un contrat, le contrat Comidé, qui nous a coûté le programme économique formel avec du gouvernement 2. Et donc, le dossier Fortune et Sodimico, c'est Gécamine, c'est Yuma. Et donc, tu sais, c'est ça la vérité. Matata, dans ce dossier-là, il n'y est pas. Donc, ce n'est pas que je prends sa défense, mais ce sont les faits. Donc, je me revenir encore une fois, en disant que Matata peut bien gérer, a été, peut-être, après certaines bonnes décisions économiques, certaines, je vais bien dire pas toutes, cela ne veut pas dire que Matata mérite que la corporation UNPC lui décerne ou crée un prix qui fait l'éloge de la bonne gouvernance en son nom. Non! Je vous dis non! De là, en tant que presse, en tant que chevalier de la plume, on ne peut pas le faire. Parce que nous, d'abord, comme je le dis, moi je crois que Matata a fait certaines actions qui sont louables. Mais comme tu l'as si bien dit, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des confrères qui ne sont pas d'accord avec son action et tout ça. Pour des besoins X ou Y, je n'en sais pas. Mais cette décision a plus divisé la nation. Et ensuite, je ne permettrai pas à Matata, même s'il est, il est le disciple de la bonne gouvernance, de se mettre au-dessus de la corporation. Non! De quel droit, lui, Matata, peut dire, par exemple, que si vous n'êtes pas, comment dirais-je, digne de mon prix, je peux me le retirer. Je comprends quand même, Matata, par rapport à ça. Ça veut dire qu'il a une certaine idée de la bonne gouvernance. Il a une certaine idée de la rigueur. Et il sait comment est-ce qu'on attribue de diplômes de manière complaisante. Il ne voulait pas que son nom soit attaché à de la complaisance. Et donc, le jury qu'on pouvait constituer pouvait justement, tout ça, il s'est réservé ce droit-là. Mais il a presque humilié la corporation en public en lui disant « Mais c'est un homme quand même, au moins, je préfère un homme vrai plutôt qu'un homme faux. Okay. » Et donc, par rapport à ça, je dis ceci, en un mot, on ne niera pas que Matata a une certaine bonne idée, a une certaine idée de la gouvernance en tant que moyen pour développer le pays. Mais il a échoué en ce sens que la bonne gouvernance qu'il prône à la primature, il n'a pas su la diffuser dans tout l'État. Ça devait être un mouvement de fond qui part de la commune, qui part de la ville, qui part des entreprises publiques, qui part de toutes les structures de l'État. Il devait avoir une philosophie de la bonne gouvernance. Et lui, le Premier ministre, c'est le centre d'impulsion. Il doit impulser la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne doit pas se limiter à l'hôtel de monnaie, à l'hôtel du gouvernement. Ne doit pas se limiter. Non, il y a de pas entiers. Mais malgré lui, mais c'est pas, il a essayé. Mais il a trouvé plus fort que lui. Le système était trop fort. Ça veut dire que vous n'allez pas m'imaginer qu'il a voulu amener une certaine transparence, une certaine équité, une certaine bonne gouvernance. Et la preuve, c'est qu'il a plus d'ennemis dans son camp qu'ailleurs. Vous avez un Premier ministre qui est haï par la majorité de ses ministres. Vous avez un Premier ministre qui est haï par la majorité des sociétaires de la majorité présidentielle. C'est un bon signe. Ça veut dire quoi? Il ne donne pas l'argent n'importe comment. Et j'entends des gens qui disent que... Il a fermé le robinet, il ne paye pas la dette intérieure et tout ça. Quelles sont les preuves? Madame, la question de la dette intérieure, c'est une question délicate. Vous avez un gouvernement qui mobilise à peu près 3,5 milliards de dollars en fonds propres. C'est ça un peu la vérité. Donc, vous avez déjà 1,5 milliard pour les salaires. Vous avez
1,5 milliard à peu près pour les frais de fonctionnement. Il vous en reste 500 à 700 millions en fonds propres. Alors, dites-moi, si vous vous mettez à payer une dette, que je ne dis pas illégitime, légitime, de à peu près 1,5 milliard de dollars, avec 700 millions qui vont vous rester, vous allez construire les écoles, les hôpitaux quand? Même si vous êtes allé. Or, le temps politique, il y a une pression qui fait que vous avez besoin de résultats tout de suite. Okay. Donc, on nomme Joël Cadet ou Gabi Kouba aujourd'hui Premier ministre. On attendra de lui des résultats dans les 3 mois. Dans les 100 jours. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, ce sont des questions lourdes. Gabi Kouba, revenons encore à ce prix-là. C'est vrai que ce prix a divisé la presse et Joël Cadet l'a relevé. C'est vrai qu'on a vraiment lavé nos linges sur la place publique. On ne cesse de nous interroger par rapport à ce prix-là. Nous devons nous justifier à tout bout de champ. Et j'ai des intelligences de mon pays. Gabi Kouba, j'y reviens. Je crois que ce sera la dernière question par rapport à cela. Est-ce que ce prix-là a été opportun à cette période cruciale là, de notre pays? Nous traversons une crise. Nous traversons un moment assez spécial. Est-ce qu'on devait le décerner, ce prix-là, à tout prix? D'emblée, je peux vous dire non. Et d'ailleurs, Joël Cadet, qui est membre du comité qui nous dirige, le dit, le prix... D'abord, Matata lui-même a été conséquent et il a été plus que clair. On m'a proposé le premier prix, le certificat de mérite, et je l'ai refusé. Il est conséquent, il est conscient de l'échec. Il peut avoir la bonne volonté, il peut poser des bons gestes, mais ce sont des limites d'une volonté politique qui arrête l'action du gouvernement. En réalité, dans les secteurs publics aujourd'hui, aucun responsable ne mérite le prix de la bonne gouvernance. Les résultats sont là, on peut les évaluer. Même les fameux mythes du robinet fermé. Mais lorsqu'on ferme les robinets, si Matata prend la décision, par exemple, de fermer les robinets, mais il y a d'autres qui ouvrent la vanne qui échappe à Matata. De ce fait, la responsabilité collective existe et la responsabilité individuelle existe. La responsabilité collective, c'est à quel niveau? Parce qu'il s'agit d'une action qui engage l'ensemble de l'exécutif dont Matata est le chef du gouvernement. Donc il endosse cette responsabilité du mythe du robinet fermé. Le robinet n'est pas du tout fermé. Sinon, il ne serait pas en guerre avec le Zolobambi. Il ne serait pas à couteau tiré, comme l'a dit Israël, avec la direction de la Gécamine. Lui-même, les deux, on assiste actuellement à un jeu de ping-pong depuis un certain temps en ce qui concerne la gestion de cette entreprise étatique. Disons, parce qu'on le dit, c'est une entreprise du portefeuille de l'État à 100%. Mais quand vous avez des capitaux qui ont été injectés, et que le Premier ministre, qui est le chef de tous les ministres, le chef de tous les mandataires de l'État, ne peut pas avoir un droit de regard sur une entreprise qui appartient à l'État, alors ça pose un problème. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a le pouvoir de sanctionner ces gens qui ne lui sont pas soumis? On ne sait pas qui rend compte à qui fait quoi. Mais nous, au niveau de la presse, je reviens, l'autocritique sur nous-mêmes. Il faut que nous soyons plus lucides. Quels sont les critères pour décerner ces prix? D'ailleurs, on n'a pas décerné les prix à Matata, mais ça l'a précisé. Le prix porte le nom de Matata. Mais le prix, pour que le prix porte les noms, il faut que les noms soient symboliques. Donc, aujourd'hui, vous avez, par exemple, le rond-point Mandela, le marché Laurent Désiré Kabila. On connaît dans l'histoire de l'humanité qu'est-ce que ces gens ont fait. Lorsque le nom de Matata ne colle pas pour l'une ou l'autre raison, ça ne rime pas avec la bonne gouvernance, nous de la presse, nous n'avons aucune raison de lui faire porter ces noms et de les décerner. Peut-être que dans le secteur privé, on ne peut pas dire que tous les gestionnaires de la chose publique sont mauvais. Mais en termes de statistiques et en termes de pourcentage, combien de personnes sortent de l'îlot qui se distinguent dans un système de corruption généralisée? Ça pose des problèmes. Donc, nous, de la presse, nous avons nous avons posé un geste indécent
qui nous décrédibilise, mais aussi ces gestes-là, en tout cas, jettent ces gestes, le prix de la bonne gouvernance aux yeux de l'opinion, en tout cas, ça passe très mal lorsque vous dites, lorsque vous parlez de la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance doit être symbolisée par quoi? Mais par une gestion orthodoxe de la chose publique. Mais dans tous les secteurs, on est bon. Joël Kadé peut vous répondre avant que nous passions vraiment à un autre sujet éminemment économique. Oui, Joël, vraiment, vous avez entendu les points de vue des confrères qui reflètent un peu l'esprit qu'a suscité la création de ce prix-là, Matata Pogno, pour la bonne gouvernance. En même mots, est-ce qu'on doit revoir, on doit faire une campagne d'explication plus poussée pour faire comprendre ce prix à une large opinion? Non, je crois que ce qu'il y a à retenir ici, du moins dans le chef de mes deux confrères avec qui nous sommes ici, c'est que nous nous joignons au comité de l'UNPC pour constituer un jury le plus rigoureux possible, de telle sorte que la première entreprise, la première personnalité qui pourra bénéficier de ce prix-là, que ça ne puisse pas nous amener dans les controverses. Par rapport à la personne de Matata, je dois dire à mon confrère Israël, l'intelligence de mon pays, comme vous l'avez toujours dit, qui, en tout cas, qui me dépasse sur les traces de qui je suis en matière de l'intelligence économique. Mais l'affaire Fortune, en tout cas, Yuma n'était même pas encore aux affaires, n'était même pas PCA. C'est en tout cas une affaire particulière à la Sodimico, qui n'est pas une même entreprise avec la GECAMINE. Là, Matata avait même refusé que l'argent traverse par la DGRAD parce qu'il y avait quelqu'un que lui ne soutenait pas pour que celui-là n'ait pas les moyens de défendre les bonus qui étaient accordés aux agents. Donc par rancune tout simplement, par haine, donc il a dirigé avec les états d'âme le gouvernement. Ça c'est de un, et de deux, chers confrères, je vous demande de vous apaiser. Venez, vous êtes spécialiste de l'économie. Si dans la sélection des membres devant constituer les jurys, devant constituer le comité de gestion de ce prix-là, on peut vous prendre de telle sorte que l'unique manière de nous laver, c'est lorsque le premier bénéficiaire de ce prix, comme Israël a parlé d'Ibrahim, ça fait 5 ans aujourd'hui que personne n'est pas dans les critériums de bénéficier de ce prix. Je crois que c'est mieux, mais je vous informe déjà qu'il y a les quelques partenaires qui ont consenti à donner les moyens pour que le prix ait de la valeur. Situer les moyens. Oui. Pour être, si vous voulez, pardon, là, on n'a pas boutiqué. D'abord, je dis ceci. Et puis Matata aussi a également menti lorsqu'il dit que non, on lui avait proposé. Il a dit, on était là sur le. Ça, je dis que c'est un mensonge. On l'a dit, il a dit. Même au comité provincial aujourd'hui, hier, le confrère Jean-Marie Kassamba l'a dit sur les antennes de la radio Okapi. Donc, on vient nous dire que le Premier ministre a menti. Je termine. S'il vous plaît, là, soyons froids. Aujourd'hui, donc, devant des milliers de téléspectateurs, la retransmission a été en direct. Donc, vous allez me dire que le Premier ministre a menti ouvertement à des milliers de Congolais. Ça, je vous assure. Je suis membre du comité, et même au niveau du comité provincial. Jean-Marie Kassamba l'a dit sur les antennes de la radio Okapi hier, qu'il ne lui a jamais été proposé à lui décerner le prix. En tout cas, l'UNPC n'a jamais, en tout cas, décerné un prix à quelqu'un en dehors du prix que vous déjà lancé. Je dirais d'abord ceci. Cette polémique, d'abord, je pense que le plus malheureux aussi, c'est nous la presse. Et nous la presse. Matata qui ne voulait pas de ça, mais l'opprobre était sur la presse. Matata n'en voulait pas, il a dit clairement. C'est le plus malheureux. Il ne voulait pas que son nom soit quand même être, comment dire, impliqué ou comment associé à une polémique stérile. Mais c'est encore plus grave. Ça veut dire que quand je dis ici, on n'a pas décerné le prix à Matata, mais on a créé un prix à son nom. C'est encore plus glorieux. Et nous avons fauté en tant que presse. Il n'appartenait pas à nous, justement, de nous lancer dans une telle initiative. Je dis aujourd'hui à mon frère et l'intelligence de notre pays, comme Joël Kadé, que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il s'agit, nous n'entrons pas dans le comité. Non. Nous demandons que ce prix soit rapporté, qu'on mette fin à cette histoire de bonne gouvernance. Les journalistes ont parlé. Nous devons parler d'autre chose. La dernière chose que j'aimerais dire tout simplement, pourquoi il ne fallait pas donner à Matata ce prix-là? Parce que nous sommes dans le pays le plus corrompu, la justice la plus médiocre. Nous sommes dans un pays où, justement, il y a un autre problème. C'est le fait que nous sommes dans un pays où, justement, les conflits fonciers sont nombreux
et ces conflits fonciers là-bas, justement, on ne trouve pas une réponse structurelle. Ça veut dire que la bonne gouvernance que nous voulons dans ce pays, c'est une bonne gouvernance qui peut justement apporter des réponses structurelles. Et donc, tant qu'on n'aura pas un pays qui apporte des réponses structurelles aux maux sociaux, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà pourquoi je dis que, de ce point de vue-là, Matata a échoué. Tout Premier ministre qu'il est, tout imbibé de bonne gouvernance, il n'a pas si diffusé ça à l'échelle nationale. Il va bientôt partir, mais vous allez voir quel sera son héritage. C'est là qu'on va vivre l'héritage. Et je trouve que c'était pour la presse de créer. Donc, je pense que le message, cette émission est pour la presse. Quand même ma sympathie au président Tshilundé, qui est mon président. Voilà, je crois que ce sera au président Tshilundé vraiment de rappeler la presse et de rabattre les troupes, comme on dit, pour essayer d'expliquer. Mais nous allons passer à autre chose, parce que la télé, c'est le temps. J'ai avec moi un autre, vraiment esprit intelligent. Nous allons prendre un dossier assez brûlant aussi. Je vous ai avec moi, Eric Chikuma, le dossier BG FIBank. BG FIBank, depuis 2 jours aujourd'hui, il y en a même qui ne connaissaient pas cette banque aujourd'hui, c'est dans toutes les lèvres. Colette Braeckman a vraiment détaillé tout ce qui se passe dans cette banque, et la question se pose, la toute première question, Eric Chikuma, est-ce que ces dossiers-là ne viennent pas aussi casser encore la confiance vraiment qui renaissait envers les banques congolaises aujourd'hui? Après la BIAC, aujourd'hui c'est FG FIBank, et demain on va se réveiller, c'est Ecobank qui faisait... À chaque fois, ce sont des dossiers reliés à la banque. Est-ce que FG FIBank a donné sa version de fait? Parce qu'aujourd'hui, la population se dit, nous, il devait répondre au journal Le Soir. C'est Colette qui a parlé au journal Le Soir. Pourquoi nous appelons, nous, la presse congolaise, pour nous donner aujourd'hui des éléments de réponse? Merci beaucoup, Paulette. Je pense que c'est une question d'actualité. Et effectivement, la BGFI, en rapport avec cette situation, va se prononcer dans les prochaines heures. Il y a une conférence de presse qui est en cours de préparation. Je pense que dans les prochaines heures, nous serons invités en tant que presse pour assister. Eric Chikuma, parce que nous, la presse congolaise, nous n'allons pas nous lever pour dire que nous, c'est pas... à nous de faire passer leur message. Il y a Le Soir, c'est Colette Braeckman qui a révélé ça, mais répondez à Colette Braeckman, pas à nous. Qu'est-ce que nous avons à voir? Parce que le droit de réponse, c'est comme ça que ça se passe. C'est Le Soir qui a proposé. Mais c'est une question qui dépasse même le droit de réponse. Parce que le droit de réponse sera fait. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Je pense que la BGFI était en contact avec Colette Braeckman. Colette Braeckman l'a même dit dans l'article qu'il a essayé d'appeler tout le monde, et on a dit non, c'était la loi de l'Omerta, personne n'a voulu répondre. Peu importe, ce n'est pas bon, ça appartient aussi à la politique de la banque. Si la banque a estimé qu'il était important à ce moment-là de répondre, ou qu'elle était encore en train de réunir des éléments d'information pour mettre à la disposition des Colette Braeckman, là c'est une affaire interne, nous n'entrons pas dedans, mais est-il que la question dépasse le droit de réponse? Comment s'expliquer? Justement parce que le problème intéresse le Congolais. Et les Congolais ont besoin de savoir. Nous qui travaillons dans la presse en ligne, il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître la vérité. Et vu que Colette Braeckman a fait un article avec des allégations attribuées à M. Jean-Jacques Lumumba, il est important que les institutions de la République démocratique du Congo qui sont impliquées ou qui ont été citées dans cet article puissent faire la mise au point à la nation. Parce que le peuple attend connaître la vérité en attendant que le procureur général de la République puisse ouvrir des enquêtes pour établir le fait qui ont été allégués. Mais c'est vrai que vous êtes déjà dans le secteur économique. Avant que nous passions la parole à Joël Cadet, est-ce que ces allégations, la mère Mendela dit, ce sont de légendes? Est-ce que quelqu'un peut-il inventer de tels chiffres, de tels... Vous êtes dans ce secteur-là. Est-ce qu'on peut fabriquer des choses comme ça pour créer simplement la zizanie? Parce qu'on dit que c'est une guerre, qu'on a une victime collatérale de la guerre entre les fabricants des kits électoraux. Est-ce que ça peut être une machination, selon vous aussi? Tout peut être possible, hein, puisque ça dépend aussi des ambitions des uns et des autres. Mais restons sur le fait. Du point de vue économique, du point de vue financier, nous constatons qu'il y a eu des allégations qui ont été faites. Monsieur Jean-Jacques Lumumba, qui travaillait à l'interne dans une banque, a fait des révélations. Et au moment où nous sommes, nous devons encourager que des enquêtes soient menées, quand bien même chacune de parties pourra faire une mise au point par rapport à la question, mais des enquêtes doivent être menées
pour que nous puissions connaître la vraie vérité. Vous, en tant que journaliste, vous avez déjà commencé les investigations. Est-ce que les noms cités, est-ce que ces gens-là sont-ils réels? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez déjà commencé un peu les investigations pour savoir un peu si Bien ces sûr, gens-là sont réels? la Banque centrale a été citée pour avoir fait 6 versements à l'entreprise égale. Il y a même un intertitre qui m'a fait marrer. C'est la Banque centrale du Congo qui régale égal. Donc, qui a régalé égal. Donc, cela a été fait. La Banque centrale a fait une mise au point en 4 points. Elle a justifié que ça n'a jamais eu lieu et la Banque centrale ne peut pas financer une tierce entreprise. La Banque centrale ne fait pas ces genres d'opérations. Ça, c'est déjà une première mise au point qui a été faite. Je pense que dans l'article de Colette Breckman, en ce qui concerne la GECAMIN, le président du conseil, Albert Youma, a donné de précisions pour dire que la GECAMIN n'avait pas autorisé une taxation double en plus de la taxation automatique qui a été faite. La taxation manuelle n'a pas été autorisée par la Banque centrale, par la GECAMIN, et cela n'a pas existé. Là, c'est la version de la GECAMIN. En ce qui concerne la CENI, nous avons appris ce matin... Qu'est-ce que Corneille Nangaa dit? C'est que Corneille Nangaa dit, elle a rejeté catégoriquement toutes les allégations qui ont été faites par monsieur Jean-Jacques Lumumba, et la CENI demande à ce que, en tant que cliente d'une banque comme la BGFI, qu'elle puisse connaître ou qu'elle puisse avoir des explications de son banquier. Qu'est-ce qui s'est passé sur ses comptes? Donc, je pense que nous en sommes là. La BGFI pourra faire une mise au point dans les prochaines heures. Nous attendons savoir. Okay. Entre-temps, parallèlement à tout ce qui est en train d'être fait, nous voulons que le procureur général de la République puisse ouvrir des enquêtes judiciaires pour que la lumière soit faite sur ces dossiers. Nous revenons à Israël Moutala, vraiment, les noms ont été cités. Il y en a qui ont dit que non, le nom de Lumumba a été salé, ce sont des trucs inventés, ce sont des légendes, mais c'est quand même assez fort aujourd'hui de voir à chaque fois une telle mafia au sein de nos banques congolaises. Comment justifier? Vous êtes aussi journaliste dans le secteur économique. Est-ce que c'est faisable de telles combines? Je ne sais pas quel nom employer par rapport à ça. C'est choquant quand même. Bon, la question que moi je me pose par rapport à ça, je trouve qu'il y a une contradiction d'abord au sein de la majorité présidentielle. Mende parle d'une légende, Kabila ne parle pas d'une légende. Kabila, c'est le conseiller, il est conseiller à la présidence, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Ok. Jean-Pierre Kabila lui parle d'un effort de guerre. C'était des dépenses liées à la sécurité. Il fallait les faire. Voilà à peu près. Donc moi je pense que même pour des raisons d'ordre sécuritaire, je pense qu'il y a des montages financiers plus intelligents que ça. Il ne faut pas impliquer la CENI, il ne faut pas impliquer la Banque centrale dans des trucs pareils. Hein? Je sais que l'ANER travaille sous couvert de certaines institutions, mais des institutions aussi sensibles que la CENI, aussi sensibles que la Banque centrale, il ne faut pas les impliquer là-dedans. Et donc, moi sur cette question, je me dis clairement que je suis bien curieux d'avoir la version de la BGFI Bank. Une banque... Je crois qu'on aura les infos dans 7 sur 7.d, CD et Zoom Echo. D'ici là, soyez sur le net et je crois que vous aurez plus de précision. Sur cette question, je suis circonspect sur cette question. Mais, a priori, nous sommes dans un pays où justement, nous ne sommes pas champions en bonne gouvernance, mais... Même par rapport à la guerre dont on a politisé l'affaire en disant qu'il y a ZTS qui se bat contre Gemalto et tout ça. Mais ça veut dire que nous avons, par notre mauvaise gouvernance, par notre mauvaise gestion, nous avons armé nos ennemis. Parce que il faut être irréprochable. Vous dites qu'on nous fait une guerre psychologique, c'est politique, mais d'accord. Mais c'est vous-même qui donnez les éléments. Lumumba là-bas, on l'a pas déployé comme ça, c'est quelqu'un qui a observé là-bas. Et donc, moi je pense que là, il faut qu'on encourage les délateurs,
il faut qu'on encourage dans le pays les gens qui savent dénoncer. Vous êtes dans des sociétés... Le Snowden, quoi, le Snowden congolais. Le lanceur d'alerte. Il faut absolument... Nous sommes de la presse. On a besoin des gens comme Lumumba. Vous avez des problèmes, vous êtes à la Banque centrale, vous voyez que c'est louche. Appelez Eric Tchoukouma, appelez Joël Kadé, vous êtes dans une entreprise minière, appelez Gabi Kouba, appelez Paulette Kimuntu. Parce que il ne faut pas retenir l'information qui peut justement aider tes compatriotes, les Congolais, à connaître la vérité. La vérité. Donc, il faut absolument que les dirigeants dans les entreprises aient peur, parce que les documents compromettants peuvent être livrés à la presse. Et donc, je demande à tous les gens qui travaillent dans les structures de l'État d'être vigilants. Regardez, photocopiez, scannez, vous avez des WhatsApp. Prenez les photos de tous les documents compromettants ou suspects. Ça peut servir à la démocratie et à la bonne gouvernance. Politiquement, quel est l'impact politique de ce dossier dans cette période de crise? C'est un complot encore contre la RDC? Il ne s'agit pas d'un complot, madame. Vous savez, madame, j'ai moi des larmes aux yeux. Lorsque dans un pays, l'immoralité a atteint un niveau très élevé, au point de trouver des explications, même que la CENI réagisse, que la BGFI Banque là réagisse, que le directeur de cabinet du chef de l'État, qui doit être dans le secret du chef de l'État, un agent administratif du cabinet du chef de l'État réagisse sur son compte Twitter, que même la banque réagisse. S'il vous plaît, d'abord, sur le plan de principe, je respecte l'éthique et la déontologie. La première chose qui devrait être faite, vous l'avez dit à mon confrère Eric Tchoukouma, le droit de réponse, la mise au point ou le démenti sont déposés dans les journaux concernés par la querelle. C'est tout ce que nous avons tous retenu. Et notre loi revient là-dessus. Ça, c'est de un. Des deux, le collègue Brackman n'a pas publié ces informations-là sans avoir vérifié leur authenticité. Elle dit avoir contacté la CENI qui a refusé de commenter là-dessus. Elle dit avoir contacté la banque. La banque qui avait refusé de réagir, aujourd'hui trouve que lorsque l'information a été portée sur la place publique, qu'il faut réagir. Ça, c'est l'immoralité. Donc nous sommes dans un pays où quelqu'un s'élève comme je suis marié, là je brise le mariage d'Israël en sortant avec sa femme et demain, je veux être Premier ministre. Non. À un moment donné, il faudrait que l'on puisse apprendre à corriger notre vie. Aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe. Tout simplement pour le problème des emails. La candidate risque de perdre l'élection aux États-Unis d'Amérique et même les sondages ont baissé tout simplement à cause d'une vie privée. Mais aussi aujourd'hui. Mais ça ne passerait pas. Et moi, je suis d'accord avec Lumumba qu'il ait donné ces informations-là à collègue Brackman. Je vous dis, et je donne ma main à couper, vous ne la couperez pas, on aurait dû donner ces éléments-là à Israël et que l'on sache qu'Israël avait ces documents-là, nous aurions pleuré notre confrère et je n'ai pas besoin de le pleurer. Nous sommes dans un pays où nous venons de pleurer Frank Ngike. Frank Ngike n'avait pas diffusé les informations qui avaient été mises à sa disposition. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il est allé en prison. Le confrère qui était resté en vie, qui avait publié les histoires sur la Tanzanie, il avait été mis en prison, mais jusqu'aujourd'hui, quand vous le voyez, c'est un homme marqué. Non, on n'a pas encore retrouvé toutes ces composantes humaines. C'est mon ami. Et moi, je suis avec lui tout le temps. Donc, ça veut dire que non, que les gens disent, bon, Lumumba. Et puis aujourd'hui, pour comprendre que nous sommes dans une immoralité, on se lance dans les affaires telles que Lumumba n'est pas de sa famille. Voilà un peu des réponses qui viennent encore de l'immoralité. Nous sommes pressés. Vous allez passer la parole à Kouba, parce que le temps, je crois que ce dossier sera vraiment... même la semaine prochaine, nous allons y revenir, parce que je crois qu'avec les droits de réponse de la banque, de la BG... Excusez-moi, je ne parviens pas à prononcer très bien ce BGFI Bank. BGFI Bank. Ouais, c'est une banque, presque comme elle est. C'est une banque des bongos. Bon, donc, avec les chiffres, moi, je reviens avec les chiffres. Est-ce que ces chiffres-là, est-ce que ces personnes-là, Gabi Kouba, vous êtes dans le secteur économique, ces personnes-là existent-elles réellement? Parce qu'il y a des gens qui disent sur le net qu'on les a inventées, c'est une légende, ces gens-là n'existent pas, et tout ça. Est-ce que vous avez vérifié l'identité réelle des gens cités dans cet article? Personnellement, je n'ai pas encore vérifié l'identité de ces trois dames qui sont citées, notamment Madame Kimbango Mojinga Doris, Madame Christelle Ling Upungu et puis Madame Claire Kissoula. Mais au moins des informations qui viennent de la CENI font état des personnes réelles qui existent et qui sont habilitées à effectuer de telles transactions. Donc vous avez d'autres confrères qui ont abondamment écrit là-dessus. Donc ce ne sont pas des noms fictifs. Mais au moins, ce que Jean-Jacques Lumumba a révélé, ça peut vous rappeler
un certain John Lumbala, qui travaillait à l'époque à la Banque congolaise, et on connaît la suite, en 2008, il avait déjà lancé une alerte, personne ne l'a écouté, bien au contraire, il a été inquiété. Et aujourd'hui, Lumumba fait des révélations, au lieu de nous saisir de ces dossiers, parce que c'est un dossier qui concerne l'ensemble du pays. Donc, ni la justice, ni les parlements, ni l'opinion publique, personne ne s'est levé pour voir clairement ce qui s'est passé dans ces dossiers ou ce qui se passe. Mais ce qu'il faut dire, vous savez, la haute finance rime parfois avec la mafia, ne nous trompons pas. Donc, vous pouvez être responsable d'une institution, vous pouvez être responsable d'une entreprise, vous pouvez être membre du gouvernement. Lorsque des intérêts occultes sont gérés par de grands monteurs qui font des montages financiers, ça peut échapper à certaines institutions de la République. Et là, il n'y a que des investigations sérieuses qui peuvent le faire. Ce n'est pas tel que nous le faisons dans la presse. Aujourd'hui, qui est ces journalistes? Aujourd'hui, c'est le PGR qui doit ouvrir des dossiers. La justice, mais aujourd'hui, parce que vous parlez aussi du secteur, même dans les dossiers de Mme Breckman, on ne dit pas que c'est une parole d'évangile. C'est vrai, Nanga dit, c'est une guerre entre deux entreprises. C'est la jalousie parce que ZTS qui avait fourni des matériels pour l'organisation des élections en 2006, c'était un marché de gré à gré. Mais aujourd'hui, avec Gemalto, c'est passé par un appel d'offres à travers le BCCO. Mais ce qu'on demande tout simplement, si l'argent a été utilisé rationnellement, mais prouver la traçabilité de ce qui a été dépensé pour les comptes de la CENI dans l'acquisition des matériels pour l'organisation des élections. Dès lors que vous ne savez pas prouver, vous ne savez pas montrer la traçabilité de tout ce qui se passe, donc il y a toujours des suspicions. Et non seulement des suspicions, responsable de décaissement, Jean-Jacques Lumumba, parce qu'on dit qu'il cherche à se faire une certaine notoriété. Est-ce qu'il existe, il est vraiment un Lumumba? C'est ça la question. Non, mais qu'il soit de la famille Lumumba ou pas, est-ce qu'il a été responsable d'abord de ses services au niveau de la banque? Est-ce qu'il a assisté à ces malversations financières, à ces opérations louches au niveau de la Banque centrale? Le problème, ce n'est pas d'être de la famille de Lumumba ou pas. Il peut être Kabongo, Kassanji ou Kimutu. Là n'est pas le débat. Des preuves qu'il a apportées au journal belge Le Soir. Est-ce qu'on peut nous apporter aujourd'hui d'autres éléments, des versions contradictoires pour que l'opinion retienne réellement qu'il s'agit d'un gros montage de la part de Mme Breckman, de la part de Jean-Jacques Lumumba, et que les faits ne s'étaient pas déroulés de cette façon? Que peut apporter aujourd'hui la moindre preuve? Israël l'a souligné ici, des contradictions. Mais ça n'arrange pas. Ce n'est pas seulement Jean-Jacques Lumumba. Ça n'arrange pas la nation, ni la majorité, ni l'opposition, parce que c'est et dans l'actif et dans les passifs de la majorité. Qu'est-ce que vous aurez à léguer aux générations futures avec votre gestion? C'est la question que chaque Congolais doit aujourd'hui se poser. Nous sommes presque à la fin, je crois. Je ne sais pas si la technique peut... Nous sommes déjà à la fin? Quelques minutes, nous allons essayer de parler, Israël, de la dépréciation du franc congolais. Ma fille m'a posé la question, maman, mais le dollar vaut 1200 francs, mais pourquoi la carte est à 1400 francs? Donc, ce sont des petites questions comme ça, de fait, on n'a pas de réponse à donner parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi la monnaie aujourd'hui perd-elle de sa valeur en RDC? Bon, la monnaie perd sa valeur en RDC, c'est encore et toujours la crise économique mondiale. C'est la crise mondiale. La crise, elle continue et on n'a pas les moyens de faire face à cette crise. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où justement nous avons maintenant très peu de rentrées en devises du fait de la chute du cours de cuivre et du pétrole qui sont les principales sources de revenus, de devises de la RDC. Alors les devises se sont taries et par rapport à ça, on n'a pas ajusté le train de vie de l'État par rapport suffisamment par rapport aux moyens. Et par rapport, il y a aussi une autre difficulté, c'est faire en sorte que les besoins en devises sont importants pour les besoins d'importation et on n'arrive pas à trouver la bonne adéquation entre la demande de devises et l'offre de devises qui est inférieure, ce qui fait qu'il y a des tensions. Et vous avez les acteurs économiques qui connaissent le contexte international qui est difficile, font des anticipations rationnelles. Tout le monde parie que le franc congolais va se déprécier parce que l'État va
plus dépenser qu'il Donc la politique n'est pas bonne. Donc la conjoncture internationale ne va pas s'améliorer, les problèmes politiques. Il y a tout ça. Il y a maintenant les hommes économiques font des anticipations rationnelles négatives. Donc, nous allons chuter avec Joël. La politique, c'est ça qui entraîne tout ça. Aujourd'hui, il y a la spéculation, il y a les économistes qui spéculent, qui disent que non, vaut mieux avoir des dividendes aujourd'hui parce qu'on ne sait pas que sera le lendemain en RDC. Non, la situation, le problème, c'est que l'incertitude a fait que ce soit les membres de la majorité présidentielle ou ceux de l'opposition, personne n'est sûr de lendemain. Et n'étant pas sûr de lendemain, le peu que les gens peuvent avoir procède maintenant à la thésaurisation. Et quand on procède à la thésaurisation, les banques n'ont pas l'argent, les devises, on les garde ou bien on les expatrie à l'extérieur, ce qui fait que maintenant il y a une masse monétaire en monnaie nationale et en grande quantité sur terrain qui n'est pas maîtrisable. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a presque recouru à la planche à billets, ce qui fait que la situation va toujours s'empirer. Mais malheureusement, que ce soit la communauté internationale au niveau national, personne ne propose des solutions de sortie. On est tous en train. On attend le prochain gouvernement, peut-être. On aura la solution. Ça ne sera pas le gouvernement. Même si c'est vous-même qui serez Premier ministre. Nous sommes à la fin, Gabi. Je crois que vraiment, c'est ça la télé. On y reviendra. On ne met pas trop de fois l'accent sur l'économie. Vous voyez comment la politique et l'économie sont embrigadées, vraiment liées entre les deux. Comme l'a si bien dit un intellectuel français, faites-moi une bonne politique, je vous ferai des bonnes finances. Cette phrase m'est restée vraiment dans la tête parce que je crois que nous les vivons aujourd'hui avec toutes les spéculations que l'on sent. Merci en tout cas à Gabi Kouba, journaliste indépendant. Merci à Joël Cadet d'Impact News. Merci vraiment à Eric Tchikouma de Zoomeko parce que c'est à travers Eric vraiment que j'ai des informations économiques avec Israël Moutala des 7 sur 7.cd et je vous recommanderai, mesdames et messieurs, de lire N Ressources parce que nous sommes un pays potentiellement riche et très pauvre. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain. Et merci à toute l'équipe technique, à Maurice Giganto à la régie. RDV, mercredi prochain.